Mais c'est quoi ce... La moitié des hommes sont morts. Et vous savez le plus bizarre, les combats n'ont même pas commencé. Capitaine, on dirait une maladie, mais j'ignore laquelle. Signalez ça immédiatement au QG et qu'ils m'envoient des médecins pour régler ça. Ou alors qu'ils viennent se battre à la place des soldats. Pendant ce temps, au pénitencier de Stateville. Vous avez tous consenti à ces tests. Apportez les moustiques. Ça va piquer un peu, c'est tout. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a affronté un ennemi contre lequel balles et blindages étaient inutiles. Sur les fronts du Pacifique, le paludisme mettait des unités entières hors de combat. Des millions d'heures ont ainsi été perdues. La quinine, le traitement habituel, n'était pas disponible. Il fallait un substitut. Le problème exigeait de procéder à des expériences d'une ampleur sans précédent, sur des humains qui plus est. Les animaux ne suffisaient pas, le temps manquait et on avait besoin des soldats au combat. L'armée s'est alors adressée à des gens considérés comme redevables envers la société, les condamnés. Je cite, « Le paludisme est le problème médical le plus urgent dans le Pacifique. On perd plus d'hommes à cause de lui qu'en raison des balles ennemies. Il ne restait qu'à recruter des volontaires prêts à subir des expériences médicales. » Et on les a trouvés au pénitencier de Stateville, à quelques kilomètres de la ville de Joliet dans l'Illinois. À l'époque, Stateville faisait la fierté du système pénitentiaire, un établissement de haute sécurité conçu pour un contrôle total. Son directeur, Joseph Ragen, avait réservé le 3e étage et une partie du 2e étage de l'aile hospitalière au projet. Là, des docteurs de l'université de Chicago devaient combattre le paludisme. J'ai jamais mis les pieds dans les quartiers des détenus. La prison était bien entretenue. Il y avait des parterres de fleurs le long des chemins. Là où je travaillais dans l'hôpital, il n'y avait pas de sécurité, ça ressemblait à un labo ordinaire. Le matin, en allant au travail, on passait sous un détecteur de métaux. Mais, à part ça... Les recherches ont commencé au milieu de la Seconde Guerre mondiale et elles se sont poursuivies jusqu'à l'époque du Vietnam. Le projet était soutenu par l'armée. Les détenus ont signé des formulaires de consentement. En théorie, ils étaient volontaires et il y avait des témoins. Mais ces formulaires ne mentionnaient pas les risques ni le nom des médicaments expérimentaux. Peut-être que les docteurs expliquaient tout ça en personne. Peut-être. Difficile d'en être sûr. Mais on sait que les expériences utilisaient des souches provenant des labos de l'université de Chicago. Normalement, on attrape le paludisme via une piqûre de moustique, mais les prisonniers étaient infectés de deux façons, classique ou intraveineuse, en injectant du matériel issu des glandes salivaires des moustiques. Le processus était strictement encadré. Chaque participant recevait la même dose pour que les chercheurs puissent suivre avec précision l'évolution de la maladie et l'efficacité du traitement. Plus facile à dire qu'à faire. Les moustiques avaient besoin de soins, ils étaient l'élément le plus important du système. Mais ils ne voulaient pas toujours coopérer, ce qui nous obligeait à rester au labo jusqu'à tard. Leur seule tâche était pourtant de piquer 3 personnes. Je commençais par préparer les moustiques. Je choisissais 10 insectes affamés et je les mettais dans des cages cylindriques individuelles couvertes de grillage. Je divisais les prisonniers en groupes de 3. D'abord, je plaçais un moustique dans sa cage sur l'avant-bras de la première personne et j'attendais qu'il la pique. Mais l'insecte n'avait pas le temps de boire tout son soûl. Je le déplaçais de suite sur le bras du deuxième cobaye et j'attendais qu'il le pique. Après ça, le moustique finissait sur le bras du 3e prisonnier. Là, je le laissais se nourrir. Ça me permettait de standardiser la dose de paludisme et de garder le processus sous contrôle. Dans le cadre du projet, des milliers d'hommes ont été infectés par le paludisme. Ils étaient infectés à de multiples reprises, mais c'était que le début. La suite était pire. Je tremble tout le temps, mon matelas est trempé de sueur et ma fièvre refuse de tomber. 40 degrés. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Tu parles d'une douleur.
J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Mon compagnon de chambrée, Bill, n'arrête pas de gémir à cause de douleurs articulaires et de nausées insupportables. Ils disent que sa rate est gonflée. J'ai plus d'appétit. Le pire, c'est qu'ils nous donnent pas de médicaments. On doit tenir encore 5 jours. Je sais pas si je pourrais. Cette photo a été prise par un journaliste accrédité. L'homme essayait de combattre les frissons avec des bouillottes. Celui-là avait trop chaud et ça n'arrêtait jamais. Mais la maladie n'était que le début. Le paludisme était un préalable aux véritables expériences. Les détenus infectés à Stateville étaient traités avec des médicaments expérimentaux. Personne ne savait s'ils étaient dangereux. Certains médicaments soulageaient la fièvre, d'autres affectaient l'évolution de la maladie, et certains ne faisaient qu'empirer les choses. Les journaux appelaient les prisonniers des cobayes, pour de bonnes raisons. Avril 1945. Le projet consiste en des tests d'analogue du principe actif nommé Pamaquine. L'objectif est de trouver un médicament avec la même efficacité, mais une toxicité plus faible. On étudie les 8 aminoquinolines. Ces composés sont dangereux et on essaie de les manipuler avec précaution. Mais on a décidé de prendre le risque. Le nouvel échantillon SN8233 s'est avéré imprévisible. Quelques heures après l'administration, 3 détenus ont commencé à se plaindre de faiblesse et de vertige. Les tests ont montré une chute brutale des taux de globules blancs. Ils ont été mis sous perfusion de pénicilline. Le soir, un des patients semblait stable. Mais le matin, il s'est soudain plaint de douleurs dans la poitrine et le bras gauche. À 9 heures, son cœur s'est arrêté. Son corps n'a pas pu le supporter. Je pense que c'était la seule issue possible. Après la victoire en Europe, un nouveau médicament nous est parvenu, la chloroquine. Il s'est avéré plus puissant que ce qu'on connaissait, mais nettement plus dangereux. On ignorait exactement à quel point. Des tests sur des humains étaient nécessaires. À Stateville, on a établi des plans de traitement allant de 77 jours à 1 an. Pour déterminer la dangerosité, on a donné des doses dépassant le niveau thérapeutique. C'était un surdosage intentionnel destiné à étudier le pire scénario possible. La gamme de doses utilisées était large et incluait des doses très élevées, d'autant que ces substances étaient déjà considérées comme dangereuses. On a poussé les organismes à la limite, causant fièvre, douleur, dommages au foie et au cœur. Tout ça pour voir quand le corps lâcherait et étudier ce moment. Grâce aux expériences de Stateville, on a pu confirmer l'efficacité de 2 médicaments. Mais la formule des médias qui disait qu'un remède contre le paludisme avait été trouvé était très exagérée. La pentaquine soulageait les symptômes, mais elle avait des effets secondaires. Doubler ou tripler la dose augmentait fortement les risques. Le patient numéro 9 a ressenti de fortes douleurs sternales et des crampes d'estomac très douloureuses. 6 jours après le traitement, il a commencé à perdre conscience en se levant, puis même en restant assis. Le temps écoulé avant les pertes de conscience a été noté lors de 7 tests 3 semaines après la fin de la thérapie. 42, 55, 68, 91, 46, 46 et 43 secondes. 4 mois plus tard, le patient ne pouvait toujours rester debout que pendant une courte période. Le projet consistait à étudier les stades cachés du parasite dans le corps humain. On prévoyait d'infecter des sujets, de déclencher le développement du parasite, puis d'effectuer des biopsies d'organes clés. Mais le comité a rejeté notre demande, au prétexte qu'on ne connaissait pas bien le parasite et qu'on manquait de compétences chirurgicales. C'était en partie vrai. À l'époque, personne ne savait comment étudier sans risque des organes comme le foie. Pourtant, on a été déçus. Les chances de survie des sujets étaient presque nulles, mais la science réclame des sacrifices. Le pénitencier n'était pas seulement pratique pour les expériences. On y trouvait une dynamique sociale unique. Les détenus participaient à l'étude comme sujets, mais ils dirigeaient aussi le processus. Un des exemples les plus frappants était Nathan Léopold. Il s'est retrouvé en prison pour l'enlèvement et le meurtre d'un adolescent avec son complice. Léopold venait d'une famille aisée, il était éduqué et intelligent. À 19 ans, il a été condamné à la prison à vie, assorti d'une peine de sûreté de 99 ans.
Pendant que je préparais ma peine à Stateville, je me suis porté volontaire pour les expériences sur le paludisme, pour servir de cobaye. Avec le temps, j'ai endossé d'autres rôles. Je recrutais des participants, je surveillais les expériences, je travaillais comme technicien en radiologie, et je disséquais même des moustiques. Beaucoup d'expériences dépendaient de moi. Mon cas était exceptionnel, mais les autres détenus avaient aussi des responsabilités dans le projet. Ils travaillaient comme secrétaires et techniciens, enregistrant des données les uns sur les autres et sur les médicaments. Tous ensemble ont décidé qui participerait aux expériences et qui pourrait bénéficier d'une libération anticipée. Ou encore qui obtiendrait la tâche recherchée de nourrir les insectes. Les moustiques avaient besoin d'être nourris constamment, qu'ils soient porteurs ou non. Avec les autres prisonniers, on devait frotter nos avant-bras avec de la sueur et mettre nos mains dans la cage aux insectes. Pour ça, on était payé entre 4,25 € et 8,50 €, soit entre 76,50 € et 153 € de 2025. La récompense était si tentante qu'un des prisonniers est même allé jusqu'à tromper les moustiques. Il se débrouillait pour garder sa main hors de leur portée, puis il frottait sa peau comme s'il avait été piqué. Les moustiques se couchaient affamés, mais le gars était payé quand même. Cependant, c'était pas la tâche principale. Les moustiques sont pas les porteurs originaux du paludisme. Ils doivent eux-mêmes être infectés. À Stateville, les prisonniers s'occupaient de ça aussi. On gardait les cobayes malades assez longtemps pour que les moustiques qui les piquaient deviennent infectés. Puis ces moustiques servaient à infecter d'autres participants à l'étude. Un prisonnier a décrit ça comme un travail long et épuisant car il devait être très malade. L'objectif des expériences était de découvrir et tester de nouveaux traitements. Au début, les recherches visaient à protéger les soldats combattant au Japon, en Corée et au Vietnam, et plus tard le reste de la population. Les chercheurs voulaient comprendre l'effet des différents médicaments sur les rechutes. Ce projet en particulier a vu les premiers essais du médicament appelé Primaquine sur des humains. Aujourd'hui, on s'en sert encore pour traiter le paludisme. Pour l'essentiel, les expériences se concentraient sur la souche de paludisme P. vivax chesson, découverte chez un soldat américain qui avait été infecté dans la région du Pacifique. Cette souche cause une forme moins grave de la maladie que Plasmodium falciparum. En général, elle ne cause pas la mort. Mais elle a une particularité sérieuse et sournoise. Elle est résistante à la quinine et elle déclenche souvent des attaques répétées. C'est la caractéristique principale de P. vivax chesson. Après l'infection, les cellules reproductives du parasite restent dans le foie et retournent périodiquement dans le sang, causant des rechutes. Tout ça rend la guérison longue et presque impossible. Au pénitencier, les chercheurs avaient choisi cette souche pour plusieurs raisons. D'abord, la nature fermée du pénitencier permettait de mener des expériences contrôlées. Les détenus avaient à peu près le même âge et le même état de santé, et la routine stricte rendait leur comportement prévisible. D'où un moindre nombre de facteurs pouvant affecter les résultats. Ensuite, il était plus facile d'évaluer les résultats des expériences car presque tous les participants purgeaient de longues peines. Enfin, il possédait une caractéristique que n'importe quel chercheur travaillant avec des souris envierait, la volonté. Parfois, on demandait aux prisonniers de suivre des instructions compliquées et imprécises, des instructions que des animaux n'auraient pas pu comprendre. Par exemple, au cours d'une expérience, le sujet devait d'abord prendre le médicament expérimental SN 11437 et boire très peu d'eau. Plus tard, au contraire, il devait boire autant que possible, les chercheurs prenant des échantillons en permanence. Y parvenir avec des souris aurait été impossible. Pour les prisonniers, participer aux expériences était un avantage. Avant tout, on leur promettait une libération conditionnelle. On considérait que souffrir du paludisme était une punition volontaire à forte valeur sociale. En février 1947, le gouverneur de l'Illinois Dwight Green a annoncé que 445 participants allaient voir leur demande de libération conditionnelle ou de pardon étudiée à titre exceptionnel. Même Nathan Leopold a obtenu sa libération conditionnelle en 1958 alors qu'il purgeait une peine de prison à vie. Le directeur du pénitencier a aussi décidé qu'aucun des participants ne devait être placé à l'isolement. Tout ça se doublait d'avantages plus banals. Pyjama et robe de chambre, ou encore accès à un bain et une douche, ce qui était rare dans les prisons ordinaires. Pour beaucoup de prisonniers, rester dans l'aile hospitalière, où ils pouvaient jouer aux cartes avec leurs amis, était préférable à un travail physique.
malgré les nausées, les crises de délire et les évanouissements à cause du paludisme. L'argent était aussi un facteur. Ils étaient payés de 21 à 85 € par étude, soit de 467 à 1870 € de 2025. 200 personnes ont participé au projet sur 2 ans et il y a eu 487 inscriptions le premier jour. Il y avait plus de volontaires que nécessaire. Les chercheurs ont aussi noté que certains participants voulaient simplement aider leur pays par pur patriotisme. Est-ce que ces expériences étaient vraiment secrètes? Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Le Conseil national de recherche a révélé l'existence du programme 1 an après son lancement. Le New York Times a décrit les expériences comme une tentative de déterminer si ces médicaments pouvaient être donnés sans risque aux combattants exposés au paludisme et quelle dose pouvait être tolérée par le corps humain. Le Chicago Daily Tribune a présenté les chercheurs comme un corps de 4 docteurs de l'armée et noté que les prisonniers faisaient ça sans aucune promesse de récompense. Ce qui était faux, mais c'était plus vendeur. Finalement, l'étude de Stateville est devenue un des projets de recherche secrets les plus populaires de l'époque. Les expériences ont bénéficié d'une large couverture médiatique, mais sous contrôle strict. En 1944, le magazine Life a publié une série de photos, ainsi que plusieurs témoignages de prisonniers, mais d'après les rapports, ils avaient été embellis. Nathan Leopold était le détenu le plus célèbre de Stateville. Tous les journalistes voulaient l'interviewer. Plus tard, il a évoqué ses expériences dans son autobiographie Life Plus 99 Years. Dedans, il parle de son rôle dans le projet, de ses sentiments et de ses pensées. Les souvenirs de Leopold ont été confirmés par les rapports médicaux. Mais malgré l'importance donnée au projet, les expériences n'ont pas eu un gros impact à l'échelle mondiale. Quelques articles ont été publiés, mais leur influence sur le traitement du paludisme a été faible. En fait, le principal héritage du projet a été la question éthique. Ces expériences menées sur des prisonniers ont soulevé beaucoup de questions d'ordre moral. Pendant la Seconde Guerre mondiale, peu de gens s'inquiétaient de l'expérimentation médicale sur les prisonniers. Tout le monde avait autre chose en tête. Ainsi, après la guerre, ces recherches ont pris de l'ampleur aux États-Unis. Plusieurs institutions ont procédé à des expériences dans divers champs médicaux, suscitant la controverse. Ça a plus tard entraîné une révision des normes dans le domaine de la recherche. Et figurez-vous que les nazis ont joué un rôle là-dedans. Au procès de Nuremberg en 1946, le tribunal militaire international a condamné les dirigeants de l'ancienne Allemagne nazie pour crimes de guerre et pour l'Holocauste, mais aussi pour les expériences menées sur des êtres humains. Les recherches sur le paludisme de Stateville ont été utilisées par les nazis pour assurer leur défense. Ils ont en effet affirmé que leurs propres recherches menées sur des prisonniers n'étaient pas différentes des expériences menées aux États-Unis. Andrew Ivy, un médecin de Chicago, a témoigné à Nuremberg comme expert. On lui a demandé d'expliquer la différence entre les expériences nazies menées au camp de concentration de Dachau et les recherches de Stateville. Il a expliqué ceci. À Dachau, le taux de mortalité parmi les sujets était bien plus élevé et aucun participant n'avait donné son consentement. Mais les procédures, les motivations et le contexte étaient sans doute assez similaires. Quoi qu'il en soit, les nazis ont été reconnus coupables. À la suite du procès de Nuremberg, le Code de Nuremberg a été adopté. Il listait des principes dont certains avaient été violés à Stateville. Et bien que personne n'ait officiellement ratifié le code, ce qui signifie qu'aucun pays ne l'a adopté comme loi, il a eu un impact majeur sur l'éthique de la recherche médicale. C'est ce code qui a servi de base à la déclaration d'Helsinki et au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quant aux États-Unis, des études médicales impliquant des prisonniers y sont encore menées, mais elles sont désormais strictement réglementées. Vous me devez un like. À plus.